Monsieur l'ambassadeur, Madame la directrice générale, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, nous sommes réunis aujourd'hui pour recevoir deux nouveaux membres de notre académie, Madame Nathalie Skowronek et Monsieur Luc Delis. Dans l'ordre des interventions, c'est d'abord notre secrétaire perpétuel, Monsieur Yves Namur, qui accueillera Nathalie, si je puis simplifier les choses, qui lui répondra ensuite en évoquant la mémoire de Jacques Réquillon. Nous entendrons ensuite Paul Aymon, qui recevra Luc Delis. Je laisse tomber les Madame et les Messieurs, si vous me permettez. Et pour clôturer notre séance, M. Luc Delis prononcera son discours de réception. Il rappellera le souvenir de notre ancien secrétaire perpétuel, Jacques de Decker. Avant de donner la parole à Yves Namur, je me permets de vous recommander d'éteindre vos téléphones portables, si vous l'avez déjà fait. Mon cher Yves. Allez, Nathalie, on y va. Ne fais pas comme moi, j'ai mis de... Madame, si notre académie est désormais une alerte centenaire à qui on pourrait pardonner tout, ou presque tout, il est des us et coutumes qu'il n'est peut-être pas bon de transgresser en public. Celui, par exemple, de s'en tenir à Madame et au vous, quand bien même nous savons que ces mots n'ont guère trouvé à se glisser dans nos conversations. L'un de nos confrères, François Emmanuel, avait été inspiré en écrivant dans son invitation au voyage cette phrase dont je me suis déjà servi pour accueillir l'un ou l'autre membre de notre compagnie. Le vousoiement, dit le narrateur de ce livre, s'était installé entre nous comme une précaution d'abord, un barrage à tout débordement intime et plus tard un jeu qui avivait notre connivence. Celle-ci était tissée de secrets sans importance. Je ne crois pas qu'il y ait besoin entre nous de précautions particulières, ni d'un quelconque débordement à contenir. Une connivence et ce secret sans importance? Oui, peut-être. Si je me mets à penser que l'enfant que j'étais, accompagné de ses parents, avait franchi il y a une soixantaine d'années les portes de certaines boutiques de la rue de la Montagne à Charleroi. Celle, par exemple, du Palais de la Fourrure, où Lily, votre arrière-grand-mère paternelle, s'était spécialisée dans le commerce de peaux de renard et de vison. Celle aussi de votre grand-mère paternelle, Madame Vogue, qui s'était rebaptisée du nom de son magasin. Celle encore de Guédalias, son mari. Ces deux-là, à vous lire, n'avaient rien de Roméo et Juliette, s'inspirant plus volontiers du petit monde de Don Camillo, où tous les coups étaient permis quand il s'agissait de vendre des pompons en fourrure. Madame Vogue et Guédalia, écrivez-vous dans un monde sur mesure, se lançaient pour un oui ou pour un non dans des guerres de prix impitoyables où l'un baissait de quelques francs un article repéré à l'étalage de l'autre pour le simple plaisir de le faire enrager. Le jeu participait de leur intimité de couple en leur permettant de régler de mystérieux comptes. L'enfant que je fus comprend maintenant pourquoi, avec mes parents, nous changions si souvent de trottoir dans cette rue de la Montagne, à la recherche, faut-il le dire, du meilleur marché. Mais nous reviendrons plus tard sur ce monde qui fut le vôtre, celui des vendeurs de fringues de père en fils, de mère en fille, ou sur ces secrets sans importance et qui n'en sont désormais plus, puisque vous en avez longuement parlé dans vos livres.
Vous naissez, chère Nathalie Srovonek, à Bruxelles en 1973. Après une agrégation de lettres à l'Université libre de Bruxelles et un passage furtif dans le monde de l'édition, vous travaillerez pendant 7 ans dans le prêt-à-porter pour femmes. Peut-être parce que, comme vous l'avouez, j'ai longtemps pensé que mon milieu, le monde des schmattes, était notre seule patrie. Peut-être aussi parce qu'il vous plaisait, dans votre inconscient ou votre imaginaire, d'être l'une de ces Parisiennes, de ces belles Parisiennes, dont les rêveries et les talons hauts traversaient les grands magasins, tels ces galeries Lafayette que décrit Zola dans Au bonheur des dames. Je sais, écrivez-vous dès la première page d'un monde sur mesure, qu'on peut occuper cette année de sa vie à un travail qui ne nous ressemble pas, et qu'on peut le faire bien. On peut se lever, s'habiller, rencontrer des gens, serrer des mains, donner des ordres, en exécuter, prendre des décisions, réussir, se tromper, gagner de l'argent, tenir une caisse, faire prospérer une affaire sans jamais y trouver son compte. Je pensais, dites-vous, que c'était la seule voie possible. Je n'en suis guère convaincu. Et vous en direz plus tard le pourquoi, mais vous sembliez apparemment ne pas avoir pris conscience qu'un ailleurs hors du cercle familial était possible pour chacune ou chacun d'entre nous, et qu'il fallait impérativement emboîter le pas des générations précédentes et perpétuer, dans votre cas, cette figure du tailleur juif dont on ne distingue plus ce qui relève du vrai ou du mythe. Vous l'avouez, vous étiez emporté par le mouvement, réglé au diapason, voué à la cause. Comme si toute fille ou fils de médecin n'avait d'yeux et d'oreilles que pour le stéthoscope du paternel, comme si les devantures et les enseignes se lisaient toujours, boucherie ou pâtisserie, de père en fils ou en fille. Ce toujours dans la couture qui dura 7 ans n'a cependant pas été cette année de vache maigre pour la directrice et la co-responsable des achats de magasins que vous étiez. Elles vous auront permis d'observer attentivement le triangle d'or et vos fournisseurs du sentier, ou les Chinois de la rue Popincourt, les belles qui s'asseyaient devant le miroir et vos proches qui vendaient à celles qui consommaient encore comme on respire. Un monde sur mesure que les éditions Grasset publient en 2017 et qui sera réédité dans la collection Espace Nord en 2019, rend admirablement compte de ce milieu où vous avez grandi, celui des fringues qu'il était bon de choisir juste, c'est-à-dire selon le goût de la clientèle, celui aussi des chiffres comptables qu'on espérait toujours plus élevés. Ce livre, c'est aussi l'occasion pour l'écrivaine que vous êtes de défaire les nœuds d'une histoire familiale et de ces Juifs qui quittèrent la Pologne dans les années 1920, sa morosité économique et son antisémitisme. La terre promise de Lily, votre arrière-grand-mère paternelle, dont j'ai déjà évoqué le nom, c'est Charleroi et ses paniers de fruits qu'elle vend. Ce sera par la suite des couverts, des sacs de farine, des pantoufles et après s'être caché durant la guerre, le commerce de peau. Je crois deviner dans ce monde sur mesure combien vous êtes attaché à la figure de Raëlle, votre grand-mère maternelle, et ce versant ombragé de son histoire. Ses parents installés à Liège, déportés vers Auschwitz en 1942, dont ils ne reviendront pas. Une Raëlle qui épousera Max, le rescapé des camps. Celui qu'on retrouvera dans votre livre, Max en apparence, celui qui délaissera Raëlle et sa fille, votre maman, pour s'en tenir à l'injonction de Dieu à Lot. Ne jamais se retourner, faire table rase du passé.
Un peu plus tard, ce sera pour Rahele une boutique de tricot Miss Florence où enfant, vous la retrouvez, qui cultive le désuet d'un temps qu'elle a voulu sans réelle modernité. Un monde sur mesure, c'est aussi l'histoire du vêtement et votre prise de conscience face aux dérives de ces pays exportateurs de textiles tels que le Bangladesh ou la Chine. J'aime, répondez-vous d'ailleurs dans un entretien, cette idée d'un livre qui oscille entre saga familiale et documentaire sociologique. Vous l'avez écrit, tout commence par un déracinement. Et je vous cite, « Petit à petit, le temps passant, je commençais à m'ennuyer au milieu de tous ces fringues. Je bâillais lorsque la caissière m'appelait pour que je la rejoigne au comptoir. J'avais envie d'autre chose. » Comment avoir pu penser, chère consoeur, que ce monde du prêt-à-porter était votre seule voie possible? Comment croire à cette résignation quand, petite fille déjà, l'épinglette que vous étiez, c'était votre surnom, vous se passionnez déjà pour Karen Blixen au point de s'identifier à elle? J'ai, écrivez-vous dans Karen et moi, votre premier livre paru chez Arléa en 2011, découvert Karen Blixen sous une tente au Kenya. J'avais 11 ans, je voyageais avec mon frère et mes parents. À la lumière d'une lampe de poche, une écriture. Alors, il ne faut pas se tromper de page. À la lumière d'une lampe de poche, je lisais La femme africaine, et elle, c'était moi, et moi, j'étais elle. Karen, my sister. De son propre aveu, vous n'étiez guère préparé, et je vous cite encore, à faire face à cette force que je sentais rugir et qui me poussait vers l'ailleurs, loin, très loin de ce pourquoi j'avais été programmé. Votre rébellion, chère Nathalie, fut-elle logée dans votre inconscient, datait déjà de ces années-là? Comme Alice, vous alliez passer de l'autre côté du miroir, vous alliez percer le secret, pousser la porte. Karen, lorsque vous écrivez ce livre, est celle en miroir de laquelle vous vous penchez sur votre vie de femme, celle avec qui il vous est possible de converser sans qu'il soit question de cintre vide, de solde ou de chiffres de vente. Et il y a beaucoup de miroirs dans ce livre, vous le dites vous-même dans Max en apparence. En vérité, par le système de miroirs, j'avais mis en place le divorce de Karen, faisant écho à celui de Rahele. Pour Karen Blixen, comme Karen Blixen, vous formulez l'espoir que l'écriture pourra vous sauver. Entendons par là que l'écriture puisse enfin vous arracher à ce microcosme et cette prison dorée. Tracer ma voie, dites-vous, c'est renier la leur, et j'ai fait autant de pas en avant que de marche arrière. Karen et moi vous aura permis de passer de chrysalide à papillon, même si, et c'est une parenthèse, votre patronyme en polonais veut dire alouette. Karen et moi, c'est un livre où s'entremêlent deux vies à quelques décennies de distance, la vôtre à Bruxelles et celle de Blixen à Mbokani, puis Rungstedt. Un livre où l'intimité et l'aveu, que vous parliez de vos faiblesses ou de vos amours, sont omniprésents, où vous échangez vos déboires et vos confidences de sœurs. Ainsi en est-il de celle où vous levez le voile sur un amour, celui que vous portez à cet homme, appelons-le Jean R, qui, selon votre intuition extravagante, l'expression est de vous, était fait pour moi. Vous dites vous êtes rencontrés grâce au poème de Paul Éluard et d'ajouter « Il était écrivain, j'étais timide,
recommencé à faire des petits boulots. J'avais timidement recommencé à faire de petits boulots pour ma maison d'édition dans laquelle on m'avait chargé de préparer un ouvrage sur les poètes surréalistes. Je l'ai contacté dans le cadre de ce nouveau travail. Qui n'aurait pas aimé être approché par vous? Avec comme seule excuse le hasard objectif dont parlait André Breton, mais là où je vous prends en défaut, chère Nathalie, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un travail autour de Paul Éluard, mais bien sur Guillaume Apollinaire et ses poèmes de la Grande Guerre. La préface de cet ouvrage, paru aux éditions Complexes en 2006, est effectivement signée Jean R. Lui parlait de Lou et de Guillaume quand votre postface était intitulée « L'ombre de mon amour ». Vous parliez certes des poèmes à Lou, initialement intitulés « Ombre de mon amour », mais était-ce vraiment cette ombre-là que vous aviez envie d'étreindre? Peut-être vous y étiez-vous souvenu d'Annie Ernaux et de son livre « Passion simple » et de ce paragraphe en particulier. Quand j'étais enfant, écrit-elle, le luxe était pour moi les manteaux de fourrure, les robes longues et les villas au bord de la mer. Plus tard, j'ai cru que c'était de mener une vie d'intellectuel. Il me semble maintenant que c'est aussi de pouvoir vivre une passion pour un homme ou pour une femme. On le sait. Vous vivez aujourd'hui avec Jean Rouault et tous deux proposez depuis l'an passé les rencontres depuis Méras dans le Vaucluse avec ces intentions, celle d'associer la littérature et la nature, de réfléchir à nos comportements et modes de vie face au dérèglement climatique, celle d'écrire autour de ces changements. L'occasion aussi de signaler que depuis 2016, vous enseignez également au master de l'atelier des écritures contemporaines à la Cambre et que vous animez l'atelier d'écriture du club Antonin Artaud, un centre de jour pour adultes souffrant de difficultés psychologiques. Cette réflexion à propos du climat et ses fâcheuses conséquences vous aura également inspiré un bref récit, Paradis blanc, paru aux éditions Weyrich en 2021, et ce dans la collection La Traversée des romans courts, rédigé dans une écriture fluide et belle, prévient l'éditeur. Vous y évoquez ces ours privés de banquise et qui, à la recherche de nourriture, cernent alors une cabane de scientifiques. Avec la survie des uns et des autres, vous abordez les questions pour lesquelles et par lesquelles nous devrions tous être interpellés. Mais un mot encore sur cette collection, La plume et le pinceau, que vous dirigiez aux éditions Complexes d'André Versailles. Vous nous aurez donné là des livres admirablement présentés et illustrés, qu'il s'agisse du Cantique des Cantiques, des poèmes interdits de Baudelaire, de No Comment de Serge Gainsbourg, de L'école buissonnière de Jacques Prévert, de L'amour d'Aimé d'Ovide et bien d'autres. La vie même d'un autre homme vous aura donné d'écrire votre second roman, Max en apparence, publié chez Arléa en 2013 et réédité en 2019 aux éditions Genèse dans la collection Poche belge. Max, le grand-père maternel, qui, j'en ai déjà touché un mot, avait retenu la leçon biblique de la femme de Lot, ne pas se retourner, aller de l'avant, faire table rase du chiffre tatoué sur l'avant-bras, de ce passé douloureux qui était le sien et celui de ses parents, qui ne sont jamais revenus de l'abominable. Un homme qui avait choisi de vivre au cœur de Berlin, d'épouser une Allemande et de passer l'été sur les hauteurs de Marbella où, enfant, vous les rejoigniez durant les vacances scolaires. Un grand-père dont vous dites qu'il n'a pas toujours été cet homme mystérieux qui négociait des transactions secrètes entre l'Est et l'Ouest. Si leur histoire
est parvenu jusqu'à vous, tout comme le numéro tatoué de Max ou la tristesse de Rayleigh, il vous faudra vivre avec le regret de ne pas avoir questionné plus, vous contentant de chercher ce qu'il y a d'eux en vous. Mais souvenez-vous de ce petit livre, Le vieil homme sur la barque de Fatou Diome, que vous m'avez un jour prêté parce que nous avions parlé d'elle, et de cette phrase qui devrait vous convenir. La mémoire, dit-elle, est un faucon qui nous emporte dans ses serres, survoler des contrées lointaines. Rien de ce qui a été n'est perdu, tant qu'il y aura des livres pour consigner la vie. Réminiscence ou anamnèse, peu importe. Parfois on se souvient comme on s'abandonne à la caresse d'une douce bise. Pour écrire, vous qui n'êtes pas monté dans les trains de l'impensable, vous vous souviendrez d'Elie Wiesel et de La Nuit, du film Shoah de Claude Lanzmann, de Roger Perelman et d'une vie de juif sans importance de Primo Levi, bien sûr, et de Si c'est un homme, de Robert Antelme, Marguerite Duras et La douleur. Tant il fallait composer avec le silence des rescapés. Vous y ajoutez quelques rares confidences, en particulier celle de Max et son laconique « Ce n'était pas simple, épinglette ». Vous ouvrirez des archives, vous voyagerez d'Auschwitz à Tel Aviv. Karen et moi, Max en apparence et un monde sur mesure, forment ainsi une trilogie, l'histoire difficile et complexe d'une famille, la vôtre, et plus encore une énième mais si nécessaire transmission, celle de la Shoah. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Dans ces romans, vous avez certainement joué du mentir vrai, qu'autorise toute écriture qui se veut avant tout littérature. C'est ainsi que François Châtelain, qui signe la postface à la réédition d'Un monde sur mesure, dit en substance, je la cite, « Privilégiant la justesse du texte plutôt que la réalité, l'auteur avoue en arriver à ne plus bien distinguer elle-même les événements inventés des faits réellement vécus. Dès lors, elle tient à affirmer la différence qui existe entre elle-même et sa narratrice, même si globalement les deux instances narratives sont fort proches. » Et vous-même écrivez dans Max en apparence, j'avais en tête ce mot de Simenon à propos de Pédigré, son roman le plus autobiographique. Tout est vrai, mais rien n'est exact. Or, avais-je le droit d'inventer à partir d'une histoire vraie? On vous devine assise entre deux chaises. Vous n'étiez pas à l'aise avec le procédé, mais il vous fallait, pour entrer dans le champ romanesque, aller au-delà d'un simple témoignage. Celle qui jusqu'alors s'était à contre-cœur tenue dans le rang était rattrapée par les questions d'imposture et de légitimité. Annie Ernaux, à qui vous êtes redevable, viendra à votre rescousse, vous chuchotant que, je la cite, sous la forme romanesque, les apparences sont sauves. Ce romanesque, vous lui donnez corps en fractionnant votre texte, entremêlant les époques, jouant d'aller-retour entre les lieux, la réalité et l'imaginaire. Bref, une mise en abîme de la mémoire, comme il en sera question dans la Shoah de M. Durand que publie Gallimard en 2015. Un livre, vous préférez parler plutôt d'une réflexion littéraire plutôt que d'un essai, qui, je l'avoue, m'avait troublé lors de sa première lecture, ne sachant réellement de quel côté vous vous trouviez, quand je n'avais personnellement d'autres intentions que celle d'entretenir le souvenir de la monstruosité des hommes. Vous, qui faites partie de cette troisième génération après Auschwitz et avez intégré dans vos romans cette abomination du XXe siècle, vous n'avez certes pas d'attitude définitive, vous pouvez vous poser simplement la question.
N'est-il pas l'heure de tourner la page avec le risque de favoriser l'antisémitisme? Et qu'est-ce se souvenir si la nécessité de vivre demande l'oubli? Vous qui êtes de cette génération qui déterre les secrets, on vous sent tiraillé entre le devoir de mémoire et le droit à l'oubli. Même si vous évoquez une forme ambivalente de détachement, la réponse fuse. C'est, écrivez-vous, plus fort que nous, cette attirance, ce poids sur nos épaules comme une mission, un sacerdoce encore. Ça fait mal, mais c'est pas grave. Encore, on est là, on est prêt encore. Vous pouvez compter sur nous. La chose insupportable est à chasser, à expulser par un oubli intentionnel, écrit Lydia Flem dans Bouche bavarde, oreille curieuse, et d'ajouter « Mais peut-on jamais véritablement oublier ? Car si la représentation inconciliable s'estompe, l'affect qui lui est lié, devenu livre, s'attache, lui, à d'autres représentations en elles-mêmes quelconques. Par cette fausse connexion, celle-ci se transforme en représentation absurdement obsédante à leur tour. Et dans un opuscule intitulé « Acoustique de l'écriture », notre consoeur Sylvie Germain n'a-t-elle pas écrit ce qui pourrait conforter votre démarche? Toute voix singulière, dit-elle, est nourrie, irriguée par une rumeur montée de l'enfance, et en amont des lointains du temps, en aval du présent, qui bouge et bruite autour de nous. La choix de M. Durand, c'est aussi l'occasion d'aborder votre raison d'écrire. Écrire, dites-vous, c'est pour moi servir et transgresser, faire état de mes chaînes et m'en libérer. La libération tant attendue, c'est la carte des regrets. Un roman publié chez Grasset en 2020 qui, entre autres distinctions, fera de vous cette même année la lauréate de l'European Union Prize for Literature. En quatrième de couverture, on peut lire ceci. Derrière le vernis des apparences, le portrait bouleversant d'une femme qui ne pouvait pas choisir, une princesse de Clèves contemporaine. Nathalie Srovenek peint avec une infinie douceur les différentes facettes de l'amour. Si les époques changent, les écartèlements du cœur demeurent. Nous ne sommes plus à la cour des Valois. Entre ducs de Nemours, princes et princesses de Clèves, mais avec l'éditrice Véronique Verbruggen et deux hommes qui se partagent le chagrin de sa disparition dans les Cévennes. D'un côté de la carte du tarot, Daniel, l'ophtalmologue et l'homme blessé, et à la Titus, le cinéaste qui attend en vain. Sans oublier Mina, 21 ans, fille de Véronique, et qui dira d'emblée « Ma mère avait une façon bien à elle de travailler, d'aimer, de respecter les règles et de les transgresser. » Une Mina probablement dédoublement des lecteurs que nous sommes, qui ne jugera pas les amours irrégulières et la double vie, mais laissera plutôt entrer en elle la vérité et les sentiments de chacun, la colère, l'impatience, la curiosité, la jalousie. Ici encore, vous y avez glissé des lambeaux de votre propre vie, ou plus exactement des lieux que vous connaissez, la Veldestrade de Gand, où vous avez habité, le mât de l'Alouette comme ces sentences et parfums amers qui passent d'un livre à l'autre, et je les cite, ces parfums qui passent d'un livre à l'autre, ces sentences. Ce qu'on ne sait pas ne fait pas mal, ou personne ne perce le secret de ces vies bourgeoises qui revendiquent bonheur et liberté, mais verrouillent toutes les issues de secours. Sans oublier ce tableau peint par un petit maître, Jérôme Hertz, qui brusquement n'est plus dans l'allégorie, mais au cœur de l'âme humaine, une annonciation
que Mina découvre quelques années après sa mère, dont le titre au dos de la toile, mais je ne dirai rien de ce titre, donne un nom à la blessure et à la fêlure de Véronique. La carte des regrets, et c'est un mot de Jean-Claude Van Troyen, est un grand roman bouleversant et juste, qui préfigure, j'en suis certain, ce que seront vos prochaines publications. Je m'en veux, écrivez-vous dans Carène et moi, de ne trouver ma place nulle part et me demande si j'ai le droit de vouloir sortir du cercle que nos parents et les générations d'avant ont tracé pour nous. J'ose espérer, sœur Nathalie, que vous avez trouvé aujourd'hui votre place au sein de cette institution, au sein de cette compagnie, où il n'y a certes pas de costume sur mesure, ni de prêt-à-porter pour dame, mais un profond désir de vous accueillir les bras ouverts. Car, nous le savons, la littérature vous va comme un gant. Sois donc, chère Nathalie, la bienvenue parmi nous. Il m'en met le pinceau. Comme ça. J'ai le plaisir de donner la parole à Nathalie Skowronek. Vous avez un micro ? Eh bien, cher Yves, Claude Lévi-Strauss avait l'habitude de répondre aux propositions de sa femme par une formule simple, témoignant de sa curiosité. « Essayons », lui disait-il, et ils essayaient. Le mot m'est revenu ce soir de printemps où tu m'as demandé quelle serait ma réaction si jamais, un jour, peut-être, l'Académie se trouvait à évoquer mon nom pour m'accueillir en son sein. Ce soir-là, j'ai jeté un œil un peu inquiet à mon compagnon. Le mot de Lévi-Strauss a fait le reste. Essayons, essayons. Il faut dire aussi, cher Yves, que je savais avoir avec toi le meilleur des parrains. Nous nous sommes rencontrés suite au prix que l'Académie avait décerné à Machois de M. Durand. Nous avions évoqué Paul Celan et sa fugue de mort, ce vers qui m'avait terrassé. Ma mère jamais n'eut les cheveux blancs, ainsi que ton recueil, La tristesse du figuier. Fugue, figuier, déjà mon imaginaire juif, déjà la poésie, déjà ton amitié. Et je te remercie des mots que tu viens d'avoir pour moi, pour mon parcours et de toutes les petites précisions biographiques que tu as glissées. Je te remercie en mon nom pour la petite fille avide de livres et de lectures que j'ai été, qui peine à croire qu'elle se trouve bien ici, cet après-midi, de l'autre côté du miroir. Je te remercie au nom des miens, qui il n'y a pas si longtemps ne parlaient que le yiddish des shtetl, et que l'Académie, à travers moi, honore également. Et pour cela aussi, je tiens à vous exprimer ma gratitude. Chères consoeurs, chers confrères, chers amis, chers Ferry, longtemps travaillé dans les mines de papier, continue, on se croit seul, mais penses-tu, qu'est-ce que ça griffonne là-dedans? N'empêche, on est tout seul, fait tout noir, on travaille tout au jugé. Voici les mots de Jacques Riquillon dans Le Bois de Centre. Et en effet, c'est un homme qui aura passé sa vie en poésie que j'ai l'honneur de succéder. La plaçant au plus haut, il n'aura de cesse
depuis l'éclatante parution de La Défendue en 1968 à 28 ans, d'aller chercher au plus loin de la langue, de la forme, ses pépites. C'est la poésie qui tient tout, habite, crée, intensifie, élève, donne un sens, disait-il, considérant que le langage et l'univers ne font qu'un, puisque c'est par les mots que le poète voit et sent. Comme cela fait du bien, et comme précisément cela élève, cela m'élève, d'être placé dans l'orbite de celui qui prête tant à la littérature. Pas celle qui confond qualité et nombre de likes, mais celle inconfortable qui, je cite, se refuse à demeurer plus longtemps dans l'exil décoratif, rassurant du musée de la littérature. Les mots de Jacques Créquillon sont âpres, son engagement sans complaisance. Loin de lui, le désir d'ajouter du bruit au bruit, de céder à l'art spectacle, comme si la poésie n'était jamais qu'un divertissement inconséquent, sous lequel se rangerait tout et n'importe quoi. Dans son discours de réception, le 26 février 1994, Créquillon met en garde. La culture, belle comme un feu dans la montagne, est fragile comme un feu dans la montagne. Si bien qu'il ne conçoit l'écriture que dans le vertige. Il écrit « Ici, on ne fait pas le polytoque, pas le cinémaque ». Ce qu'a bien compris Éric Brenier, auteur d'un essai sur le poète qui nous sera d'une grande aide pour retracer son parcours. Lui qui place ce vers du poète en exergue de son ouvrage. Un mot qui n'est pas un risque, n'est qu'une tâche. La formule va bien avec celle de Bram van Velde. Quand le pire est évité, c'est nécessairement faux quelque part. Le pire, Ossip Mandelstam l'a connu, lui qui en est mort, comme tant de ses frères et sœurs en écriture, comme tant d'hommes et de femmes russes. À Anna Akhmatova, il disait « La poésie, c'est le pouvoir ». Et Akhmatova, qui elle aussi a affronté tous les périls et tous les dénûments au nom de sa foi en la poésie, donc au nom de la liberté, oui, Anna Akhmatova posait doucement la tête sur l'épaule de son ami. Me voici donc associée par la magie du fauteuil-vin à Jacques Créquillon, qui étonnamment vivait déjà depuis un long moment avec moi. Le croirez-vous, cher Ferry, vous qui, sous la signature de Ferrissé, avez réalisé de nombreux collages en dialogue constant avec la poésie de votre époux. Il se trouve que mon compagnon, écrivain bien sûr, mais féru de collages aussi, en réalise régulièrement. Ces collages sont comme un état des lieux de son imaginaire, de ses réflexions, un hommage aux influences fécondes. On y trouve des peintures, des dessins découpés et recoloriés, des articles de presse, et vous l'aurez deviné, souvent des poèmes. Ainsi, au fil des déménagements, nous suivent les vers de Jacques, et notamment ceux-ci, récités de mémoire au moment où me fut annoncé ce passage de témoin. Jamais ne s'achève le poème, comme ce silence dira « je vous aime ». Voilà, cher Ferry, les mots de Jacques qui m'accompagnent, qui nous accompagnent depuis des années et qui trouvent pour moi une forme de deuxième maison, ici, au sein de cette académie. Est-ce un signe ? J'aime à le croire, et tant pis pour les esprits trop rationnels, d'autant que parler de signes et de rencontres ne sont pas des mots vains pour qui chemine avec l'œuvre de celui qui se surnomme l'Indien. C'est à la suite de sa rencontre avec Ferry, femme aimée, amante, compagne, inspiratrice, épouse depuis 1964 et mère de ses 2 fils, que l'homme entre en littérature. Il confie « J'ai commencé d'écrire parce que j'ai eu à un moment précis la révélation de l'amour. Mieux, il dit de voir à la compagne magique sa sagesse et sa folie et n'aura de cesse, de recueil en recueil, de célébrer, ce sont ces mots encore,
celle qui fut et demeure la respiration poétique qui seule peut justifier mon existence, elle qui, voici 30 ans, vint abolir de sa seule apparition la ténébreuse et stérile solitude. 4 recueils succéderont à la défendue. Ils formeront le cercle Aphénama, socle inaugural de l'œuvre et long chant d'amour, massif, puissant, adressé à celle qui revient de livre en livre sous des noms différents. Ukala, Naïma, Iruna, Lorna Lerne, Lorna de Lourdes. Depuis ma lecture adolescente des années-lumière de Rezvani, où rayonne Lula, l'alter ego, âme sœur, femme aimée de l'auteur, comme il me parle, ses livres et ses couples qui nous donnent raison et force de croire en l'amour. Ainsi d'emblée, Créquillon nous relie à la plus pure tradition élégiaque, fervente, incantatoire. Mais comment rendre au mot « amour » et « je t'aime » une potentialité lyrique et poétique? C'est Créquillon qui parle, s'adressant à l'écrivain Marcel Lobet auquel il succéda. Son œuvre y répond avec une maîtrise fiévreuse, un flamboiement de mots et d'images, un rythme tout particulier qui nous perd et nous rattrape, ose le style télégraphique, mêle les vers libres, les rimes, les assonances, invente avec une fougue et une liberté folle. De sorte que la lectrice que je suis s'émerveille de l'évidence et de l'absolue sincérité de ce qui se donne à lire. Je citerai un seul vers à titre d'exemple, créquillonesque en diable, puisque je ne peux céder à la tentation de tout relire à voix haute ici, avec vous, cet après-midi. Alors voici, tout simplement, « Et vous veut Lorna de Lourdes ». Mais donc c'est indien. Jacques Créquillon naît à Bruxelles le 13 septembre 1940. La guerre s'invite aussitôt. Le souvenir traumatique d'un aviateur criblé de balles sous son parachute, à quelques mètres du balcon familial, se grave dans sa mémoire. L'enfance, on n'en saura pas grand-chose, si ce n'est une forme de pauvreté sociale, linguistique et affective, et quelques lignes dispersées dans les recueils. À Noël, on t'emmenait faire le tour des grands magasins, et c'était triste et vain, et la mère disait « Attention à la pluie, pneumonie », et le père disait « Tu n'es qu'un bon à rien ». Après un diplôme d'instituteur, le poète poursuit des études de philologie romane à l'ULB, puis enseigne à l'Athénée de Schaerbeek ainsi qu'au Conservatoire de Bruxelles. Sa vie est marquée par le goût du voyage et de l'aventure. L'Asie et l'Afrique viennent nourrir un réseau de sensations qu'il exploitera de livre en livre. Une exploration mystique pour cet Indien amoureux non pas des grandes plaines, mais des hauts sommets. Haute la montagne où nous allons, si haute la montagne où nous allons, couple de fourmis, en quête du Très-Haut. La montagne est au cœur de son inspiration, à la fois comme matériau poétique, communion avec le cosmos et expérience des limites. Elle est aussi une passion éprouvée concrètement avec femmes et enfants, puisque tous ont fait leurs preuves comme grimpeurs. Le recueil Grand Paradis en témoigne. J'ai écrit une partie de Grand Paradis autour de 3000 mètres. J'en connais le côté technique, mais aussi poétique. Et tapant ces mots sur mon clavier d'ordinateur, je pose les yeux sur le mont Ventoux, figure tutélaire et protectrice au pied de laquelle j'habite désormais. Un signe, encore, dans mon panthéon d'images, le Ventoux avec sa tour d'observation et sa silhouette de mammouth couché est un repère. Il me confronte au plus grand que soi. Il me rappelle de tenir ma ligne, ne pas transiger sur mes valeurs, garder intactes mes aspirations. Il me renvoie aussi à Pétrarque, le poète élégiaque, fou d'amour pour l'or, sa muse, mariée, mère de 7 enfants, qui ne viendra pas le rejoindre. Lorsque Pétrarque entreprend l'ascension du géant de Provence, il décrit une montagne à la hauteur extraordinaire,
que l'on découvre au loin de toutes parts et qui est presque toujours devant les yeux. Ces mots se mêlent à ceux de Créquillon. Il y a le silence et l'assourdissant, le bleu et le blanc, l'immobile et cela qui fuit. Atypique, attachant, sincère, radical, dans la bouche de ceux qui ont connu et côtoyé Jacques Créquillon, les adjectifs ne manquent pas. On devine que derrière ces qualificatifs, colère et révolte ne sont jamais loin. Elles irriguent le recueil Colonie de la mémoire, publié en 1979, 2 ans après avoir reçu le prix triennal de poésie, un livre pivot qui préfigure les suivants, amène le poète à réfléchir sur le monde et ses dérèglements, sur l'acte même d'écrire, son pouvoir et ses limites, et place désormais Créquillon en poète témoin, on dirait aujourd'hui poète lanceur d'alerte. Il en revient avec une poésie qui glisse de plus en plus vers de puissantes séquences narratives, dures, crues, amples, quasi cinématographiques, si bien que Jacques de Decker, dont je salue la mémoire, aura cette formule forte: la poésie de Créquillon est un roman. De ces récits poèmes sans cesse repris et redéployés, chaque livre devient la fugue et la variation du précédent, de celui à venir. Ainsi, dans Le bois de pluie, on travaille, le tunnel avance, en discernes-tu le prix? Autrement dit, ces fils que tisse Créquillon portent un nom, et ô combien est-il utile de le défendre dans notre nouvelle société éditoriale du one-shot, aussitôt digéré, aussitôt rentabilisé. Il s'agit de faire œuvre. J'ai écrit, créé, évolué de façon totalement libre, indépendamment de toute mode, de tout mouvement, annonce l'Indien, qui refuse de se conformer au récit prêt à lire, pour cases prédéfinies. Et évidemment, les mots résonnent pour l'héritière que je suis d'une lignée de confectionneurs de schmattès, des vêtements de peu, donc en yiddish, qui a vu le métier se transformer sous ses yeux, passant d'un savoir-faire ancestral à la vente de loques standardisées, achetées à vil prix sous une étiquette veillant à effacer les plus fondamentales singularités. Fini les tailles 38, 40, 42, désormais les clientes porteront toutes des vêtements labellisés taille unique. Le poète, rendant de plus en plus poreuses les frontières entre le récit et l'invention poétique, entre la narration et le chant, poursuit en 1980 par un ensemble de nouvelles, Supra Coronoda, qui lui vaut le prix Ressel. Jacques Gérard Lins en dira « Ce sont des histoires de solitude, de désespoir, d'échec, distillées dans la langue somptueuse et précise à laquelle nous ont accoutumés vos poèmes. Même voix, même arsenal verbal. » 5 ans plus tard, dans l'Indien de la gare du Nord, le narrateur rôde dans une ville dont il donne une vision apocalyptique. Tout est béton. La catastrophe est autant industrielle qu'écologique. Rien à espérer de la modernité. Le progrès n'est qu'une fumisterie, nos mégapoles modernes, des New Auschwitz. La dimension prémonitoire de l'œuvre glace. Elle place le poète au cœur de nos préoccupations contemporaines, le révèle guerrier, rageur, même si, comme toujours, Créquillon s'inquiète. Cela dit, j'ai si peur d'être un faux prophète. La langue de Créquillon se nourrit d'ellipses, de rythmes syncopés, juxtapositions d'images et laboratoire verbal, dans un long monologue qui fait l'effet d'une déflagration dans le paysage littéraire belge. Libéré du diktat du genre, refusant de tourner le dos à ce que les puristes nomment paralittérature, l'Indien mêle dans une sorte de livre bilan poésie, polar, science-fiction, mythologie, sans toutefois renoncer au souffle lyrique qui fait sa marque de fabrique. L'expérience sera poursuivie, notamment avec La Nuit du Seigneur ou Le Tireur birman, comme le pointe Christophe Van Rossum, auteur d'un essai sur le poète. Durant près de 5 décennies, Jacques Créquillon revient imperturbablement se cogner au miracle,
et impasse de la création. La poésie est un mur, ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Sans céder au mirage de l'époque, il cherche et invente. Par exemple, une chambre à l'écart des manœuvres, pas de standardiste qui se fait les ongles, pas de secrétaire perpétuel, vu sur du vrai feuillage. Et il accepte aussi que la grâce ne soit pas toujours au rendez-vous. L'inspiration ne vient pas tous les jours. Le soir, par pleine lune, on reste parfois les mains ouvertes, en attente, comme si la vie allait naître. Mais rien ne se passe, ou ça ne se remarque pas, et on s'endort. Le temps passant, son œuvre se fait plus philosophique, accueillant les penseurs orientaux, s'ouvrant plus encore au sacré, faisant se côtoyer un désir d'élévation spirituelle et la passion sans cesse réaffirmée pour la montagne dans sa dimension initiatique. Lorsque Hokusai écrit « Quand j'aurai 110 ans, chez moi, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant », j'aime à imaginer les vers de Criquillon comme une réponse en clair-obscur. Je suis une chambre d'écriture. Elle rétrécit, moi aussi. Nous finirons dans un point. Dans la nuit du 10 au 11 février 2021, l'Indien s'éteint. Toutes ces harpies de naissance, charpies d'or, et déjà sa chuchote pour ma mort. 4 ans plus tôt, il avait livré son dernier opus, Litanie, recueil adressé à Lorna, oui, Lorna Ferry, encore et toujours. Vous me direz, Lorna, ce qui du parcours fut bon, délectable, j'en ferai poème, c'est tout ce que je sais faire. Et pour conclure, permettez-moi d'associer à l'honneur que vous me faites ceux qui ont leur part dans ce que je suis, et ce que je suis n'est pas dissociable de ce que j'écris. J'emporte avec moi, comme de précieuses lucioles qui brillent quelque part dans cette pièce, les auteurs avec lesquels j'ai cheminé et qui m'ont fait grandir, mes disparus, mes personnages, mes lecteurs, mes éditeurs, mes amis, ma famille, et tout particulièrement mes parents, mon frère, mes 2 merveilleuses filles, leur papa et mon compagnon, Jean Rouault. Merci à eux, merci à vous.